Salut à tous et à toutes, mercredi 1er avril 2026, premier numéro de ce grand journal pour ce mois d'avril. Les dernières heures ont changé la donne. Voici l'essentiel dans le grand journal. Depuis le studio de Swag Radio dans la capitale agricole du monde, Boston, Massachusetts, et Arlington, hélas, pour présenter le grand journal. Swag Radio l'énergie, le flow, l'attitude. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Le président américain, Donald Trump, a annoncé mardi que les forces armées américaines quitteraient l'Iran dans 2 ou 3 semaines. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Une déclaration pleine d'assurance de la part du secrétaire américain à la Défense. La puissance de feu américaine ne fait que croître. Celle de l'Iran, elle diminue. Quand bien même l'armée de l'Iran est décimée et ses hauts dirigeants tués, celui-ci mène néanmoins une guerre économique en bloquant les livraisons mondiales de pétrole et de gaz transitant par le détroit d'Ormuz, ce qui fait grimper les prix du carburant, notamment aux États-Unis. La crise a poussé le président Donald Trump à mobiliser plus de 50 000 militaires, dont des parachutistes, en vue d'une éventuelle opération terrestre visant à s'emparer à la fois du détroit d'Ormuz et des infrastructures iraniennes d'exportation de pétrole. Et pourtant, mardi, Trump a semblé suggérer à ses alliés de faire cavalier seul pour sécuriser le détroit et même prendre le contrôle du pétrole iranien sans les États-Unis, en tweetant « Allez chercher votre propre pétrole ». Car les alliés de Trump ne sont pas prêts à se mettre en première ligne. Même certains de ses partisans les plus fidèles, réunis la semaine dernière à la conférence du CIPAC, s'opposent à l'envoi de troupes au combat. Une invasion terrestre de l'Iran appauvrira notre pays et le rendra moins sûr. Alors que les États-Unis préparent davantage de forces, ils ont également soumis à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin au conflit. La guerre au Moyen-Orient s'enlise et aucune issue ne se dessine clairement. Donald Trump évoque un accord possible avec l'Iran tout en menaçant ses infrastructures stratégiques dans le centre pétrolier de l'île de Karg, un point clé de l'industrie pétrolière iranienne. Le récit est signé TVA Nouvelle dans ce grand journal. Alors que la guerre est maintenant dans sa 5e semaine, la Maison-Blanche dit que les négociations avec le régime iranien vont bien. Donald Trump a même affirmé hier soir qu'une entente pour mettre un terme au conflit pourrait bientôt se concrétiser. Mais encore une fois, l'Iran tient un tout autre discours. Ce porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié les demandes américaines d'excessives, d'irréalistes et d'illogiques. Les demandes des deux côtés sont vraiment, vraiment loin. Donc on n'est pas près d'un accord, comme le dit Donald Trump. Donald Trump y va donc d'une nouvelle menace. Si pour une raison quelconque un accord n'est pas bientôt conclu et le détroit d'Ormuz n'est pas immédiatement rouvert, écrit le président, nous allons complètement anéantir toutes leurs centrales électriques, puits de pétrole, l'île de Karg et peut-être toutes les usines de dessalement. Si jamais cette tendance se confirmait, eh bien, on va glisser petit à petit vers un terrain qui est celui des crimes de guerre. Parce que toucher des installations dont le produit sert à la vie quotidienne des civils n'est pas autorisé par le droit international. Dans une entrevue au Financial Times, le président a aussi affirmé que sa préférence est de prendre le pétrole de l'Iran. Samedi, les forces américaines ont confirmé l'arrivée d'un navire d'assaut amphibie et de 3500 Marines au Moyen-Orient. Sur le terrain aujourd'hui, les attaques se sont poursuivies. La plus importante raffinerie israélienne a été frappée par l'Iran, ce qui a déclenché un incendie, alors qu'à Téhéran, les bombardements sur la capitale iranienne semblent s'être intensifiés. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa. La France a dit mardi s'étonner des reproches de Donald Trump, qu'il a accusé de se montrer très peu coopératif dans la guerre contre l'Iran, en interdisant le survol de son territoire par des avions à destination d'Israël, chargés d'équipements militaires. Nous confirmons cette décision qui est conforme à la position française depuis le début de ce conflit, a dit l'Élysée à la presse, en réponse à un message du président sur les réseaux sociaux. La France n'a pas changé de position depuis le premier jour, a ajouté la présidence française. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Après l'Espagne, fer de lance des anti-guerres en Europe, c'est désormais la France qui agace Donald Trump. Sur son réseau social, le locataire de la Maison-Blanche accuse.
La France n'a pas autorisé les avions à destination d'Israël chargés de matériel militaire à survoler son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative face au boucher d'Iran qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Des reproches dont on dit s'étonner à Paris. L'Élysée l'assure, la France n'a pas changé de position dans ce domaine. À savoir qu'elle n'autorise pas des avions utilisés à des fins militaires à entrer dans son espace aérien pour ensuite rejoindre Israël. Alors, Donald Trump cherche-t-il à créer des tensions artificielles avec les Européens qu'il méprise publiquement? Une chose est sûre, cette nouvelle passe d'armes confirme le fossé chaque jour plus grand entre les États-Unis et le vieux continent. Autre exemple, avec le Royaume-Uni, sévèrement critiqué par le président américain pour son refus de participer à l'offensive américano-israélienne en Iran. Agacé, il l'assure, les États-Unis ne seront plus là pour aider les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz. Vous allez devoir commencer à apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran a pour ainsi dire été décimé. Le plus difficile est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Intéressant de noter en revanche que le président américain n'a pas un mot pour l'Italie de son ami Giorgia Meloni. Sur place, la presse révèle pourtant ce mardi que Rome a récemment refusé d'autoriser des avions de combat américains engagés dans la guerre au Moyen-Orient à atterrir sur sa base de Sigonella, située en Sicile. Une différence claire de traitement, et pour cause, pour Donald Trump, il y a les bons et les mauvais Européens. Après les... L'ancien chef terroriste devenu président de la Syrie, Ahmed al-Shara, reçu au 10 Downing Street. Ahmed al-Shara est parvenu à établir des relations avec des gouvernements occidentaux et a effectué plusieurs voyages à l'étranger, notamment aux États-Unis, en France et en Allemagne. Le reportage est signé Euronews dans ce grand journal. Le président syrien reçu au 10 Downing Street par Keir Starmer. C'est la première visite au Royaume-Uni d'Ahmed el-Shara. Le Premier ministre britannique a salué l'action de l'ancien djihadiste contre l'État islamique et la coopération de Londres et Damas dans la lutte contre le terrorisme. Keir Starmer dit aussi espérer des progrès sur la question migratoire et renforcer la collaboration des deux pays en matière de retour. Entre 2011 et 2021, 30 000 Syriens ont obtenu l'asile au Royaume-Uni. Dans la même période, l'Allemagne en a accueilli 1 million. Ahmed el-Shara et Keir Starmer ont par ailleurs évoqué la guerre au Moyen-Orient et la nécessité de trouver un plan viable pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président syrien a également été reçu au palais de Buckingham par le roi Charles III. Ahmed el-Shara a 43 ans et dans une autre vie, en 2012, il avait fondé en Syrie le Front al-Nosra, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. L'armée israélienne au bord de la rupture, tensions internes et pression opérationnelle croissante. L'armée israélienne traverse une période de forte turbulence, marquée par une pression opérationnelle intense, des divisions internes croissantes et des interrogations sur sa capacité à soutenir un effort militaire prolongé, alors que les tensions régionales atteignent un niveau critique. Plusieurs signes laissent entrevoir une institution militaire mise à rude épreuve. Écoutons le détail, signé BFM TV dans ce grand journal. C'est le visage caché, pour des raisons de sécurité, que ce réserviste accepte de nous répondre. Tout juste revenu de 2 semaines sur le front libanais, il nous raconte la fatigue et les difficultés des troupes mobilisées. On a une force en nous qui permet de continuer et qui donne l'énergie nécessaire pour faire ces choses très difficiles. Mais c'est vraiment dur, tu es fatigué. Nous payons un prix élevé dans nos vies privées. Et bien sûr sur mon corps, sur ma santé mentale. Depuis les attaques du 7 octobre, il a effectué 350 jours de service. Un rythme effréné, mais devenu courant dans l'armée israélienne. Imagine que quelqu'un prenne un tiers ou un quart de toi ici, de ton temps avec ta femme, tes enfants, ton travail, tes loisirs, peu importe. Nous sommes épuisés.
L'une des solutions envisagées par le gouvernement, c'est le recrutement des juifs ultra-orthodoxes au sein de l'armée. Jusqu'à présent, ils sont exemptés de service militaire. Alors lorsque l'on vient dans les quartiers où ces communautés vivent, eh bien, on observe beaucoup d'affiches comme celle-ci dans lesquelles il est écrit qu'il faut absolument tout faire pour que cette loi ne soit pas votée. Une manne de soldats sans laquelle l'armée israélienne pourrait ne pas remplir ses objectifs à l'avenir, selon cet expert. Le service obligatoire n'est pas suffisant face au front auquel nous faisons face aujourd'hui et auquel nous devrons faire face à l'avenir. L'armée israélienne a actuellement besoin de 12 000 nouveaux soldats. Sans changement majeur, je ne vois pas d'autre solution que de réduire nos missions. Les réservistes ne travaillent pas pendant leur jour de service et sont payés par l'État. Leur mobilisation massive et continue par l'armée pourrait dans les mois à venir avoir également un impact majeur sur l'économie du pays. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio, le mercredi 1er avril 2027 avec Alex Torellas. Depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Alexa, open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24. Pour rester bien informé, P-News, info à la vitesse de la lumière, info sans cassure, sans bavure, P-News, votre référence en matière d'info. Brothers Café Créole, la bonne cuisine haïtienne sans limite là-bas, au 299 Main Street, Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, the place to be. Tension au sommet, le Pentagone prêt à frapper, Washington ouvert aux négociations avec l'Iran. Alors que la crise entre les États-Unis et l'Iran atteint un niveau critique, deux dynamiques opposées semblent se dessiner au cœur même de l'appareil américain. D'un côté, le Pentagone intensifie ses préparatifs militaires, laissant entendre une frappe pourrait être imminente. De l'autre, des responsables à Washington continuent de privilégier la voie diplomatique, affirmant être prêts à négocier avec Téhéran. Les détails sur la RT dans ce grand journal. L'imam, bonsoir et merci à vous d'être en direct avec nous ce soir. Washington durcit sa rhétorique envers les alliés qui ont refusé de participer à l'opération militaire contre l'Iran. Quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations entre les États-Unis et ces pays et sur leur coopération au sein de l'OTAN? Les relations entre les États-Unis et ses alliés européens sont depuis quelques mois déjà ne sont plus au beau fixe. Nous assistons à ce qu'on peut appeler un découplage entre l'Europe et les États-Unis, surtout du fait de la doctrine publiée en décembre 2025 sur la stratégie de sécurité nationale américaine qui ne considère plus l'Europe comme faisant partie intégrante d'un bloc unifié qui s'appelle Occident. Donc cette crise révèle les profondes dissensions et les différences de vision entre les États-Unis et ses principaux alliés européens, puisqu'il faut tout de même rappeler que la décision d'entrer, de faire la guerre à l'Iran n'est pas une décision proprement américaine, mais une décision en quelque sorte israélienne imposée aux États-Unis. Et les Européens, bien évidemment, refusent d'entrer dans ce jeu auquel ils n'ont pas participé depuis le début et auquel ils n'ont pas été associés depuis le début. Donc, il est tout à fait normal qu'ils refusent de marcher sur les pas des États-Unis et d'Israël, surtout qu'ils ne comprennent pas exactement quel est l'objectif réel et final de cette guerre et en quoi cet objectif peut les concerner. Il faut ajouter aussi que les intérêts européens peuvent être gravement menacés en rapport avec la question, bien évidemment, du détroit d'Ormuz, de l'approvisionnement en pétrole et en gaz, et aussi en rapport avec des questions de sécurité nationale, surtout que l'Iran a montré qu'il est capable d'atteindre les principales capitales européennes quand il a lancé des missiles
d'une portée de 4000 km. Donc l'Europe, en fait, n'a rien à gagner et tout à perdre en collaborant à cette guerre. Alors justement, Trump affirme que l'Iran est déjà presque anéanti, mais Téhéran semble plus que déterminé, promettant de frapper l'élite politique et militaire américaine et israélienne. Dans quelle mesure ces menaces sont-elles réelles? Jusqu'où l'Iran pourrait-il aller? En fait, bien évidemment, nous ne sommes pas à la première fanfaronnade du président américain et de Trump. Trump a dit beaucoup de choses. Dès les premiers jours de la guerre, il a dit que l'Iran est fini, qu'il a été totalement anéanti, alors qu'on voit exactement le contraire, qu'on voit que l'Iran déploie une force militaire tout à fait impressionnante et tout à fait considérable. Et ce qu'il faut relever, c'est que en général, et dans tous les cas, ou la plupart des cas, les menaces iraniennes n'ont jamais été vides de sens. Il s'agit de menaces crédibles. Quand ils menacent de faire quelque chose, en général, ils le font réellement. Ils ont menacé de frapper les centres névralgiques d'Israël, ils l'ont fait. Ils ont menacé de frapper les bases américaines, ils l'ont fait. Tout ce qu'ils ont promis de faire, ils l'ont effectivement fait. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils veulent asseoir leur crédibilité, et d'autre part, parce qu'ils en ont en fait les moyens militaires. Ils ont une panoplie de missiles tout à fait diversifiée et tout à fait performante que les systèmes de défense les plus sophistiqués ne parviennent pas ou ne parviennent plus à arrêter. Merci à vous pour toutes ces précisions, Adnan Limam. Je le rappelle, vous êtes éditorialiste international et spécialiste des affaires sécuritaires. Vous étiez avec nous en direct depuis Tunis. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré le mardi 31 mars 2027 que les efforts de médiation déployés par le Pakistan concernant les tensions au Moyen-Orient répondaient aux intérêts communs de toutes les parties. Écoutons un reportage dans ce grand journal. Lors de leur discussion à Beijing, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Mohammad Ishaq Dar ont présenté une initiative en 5 points. Ils espèrent qu'elle apportera la stabilité dans le Golfe et au Moyen-Orient. Les deux parties appellent à la cessation immédiate des hostilités, au lancement de pourparlers de paix, à l'aide humanitaire, à la sécurité des voies maritimes et à la protection des civils. Wang Yi a déclaré que la communication stratégique entre les deux parties sur les grandes questions régionales reflétait l'engagement commun de la Chine et du Pakistan. M. Wang a indiqué que la Chine était disposée à travailler avec le Pakistan pour créer des opportunités de pourparlers de paix. Notant que le conflit actuel a perturbé les approvisionnements énergétiques mondiaux et causé de lourds dommages aux pays en développement, M. Dar a précisé que la paix était une question urgente. Il a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien aux efforts de médiation du Pakistan tout en soulignant la volonté de son pays de renforcer la communication. Le week-end dernier, le Pakistan a accueilli les ministres des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Égypte pour une réunion de haut niveau, alors que les frappes conjointes américano-israéliennes contre l'Iran exacerbent les tensions dans le Golfe et perturbent les marchés énergétiques mondiaux. Le Pakistan, qui a adopté une politique de neutralité dans ce conflit, espère, avec la Chine, pouvoir encourager les États-Unis et l'Iran à s'engager dans la voie diplomatique. Lancer des pourparlers de paix n'est jamais facile, mais la position de la Chine reste ferme et cohérente. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a souligné que seul le dialogue et les négociations pouvaient empêcher de nouvelles pertes. Il a également ajouté que la Chine était prête à travailler aux côtés du Pakistan pour faire avancer les efforts de paix et contribuer à mettre fin au conflit. Un petit mot de sport dans ce grand journal, en route pour la Coupe du Monde 2026. Après 52 ans d'attente, les Léopards congolais se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de football 2026. La RDC s'est imposée dans la douleur 1-0 face à la Jamaïque. Le reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Si chacun s'accorde à dire que ce n'était pas le plus beau des matchs, ennuyeux même parfois, Kinshasa l'a vécu minute par minute jusqu'à la 100e et le fameux but libérateur. Coupe du monde, direction, Coupe du monde, Coupe du monde, direction. Victoire pluvieuse, victoire heureuse et enfin ce ticket en poche pour la Coupe du Monde tant attendue. C'est une qualification historique depuis 52 ans. Nous attendons une belle prestation pour la RDC.
Un petit but à 0 face à la Jamaïque a donc suffi à mettre un terme à 52 ans de malédiction. Les Congolais reviennent tout en haut de l'affiche football et joueront cet été leur Coupe du Monde prévue aux États-Unis, Mexique et Canada. Très contente. Je ne m'attendais pas, j'avais perdu l'espoir, mais là, je suis très contente. Bravo l'équipe. Ce sera la deuxième fois de leur histoire, l'aboutissement de 3 ans d'efforts après des années de doute et de manque de repères. 52 ans après, c'est vraiment toute une histoire parce que ce sont nos parents qui avaient vu la dernière fois qu'on a été à la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, nous venons d'écrire une histoire que nous allons aussi raconter à nos enfants. Le pari est gagné, les Léopards semblent aujourd'hui à même de rivaliser avec les plus grandes nations africaines. À 13 000 km de là, au Mexique, leur entraîneur ne peut que savourer la victoire de tout un pays. Nous, les joueurs savent qu'on est les ambassadeurs du pays et on est très fiers de montrer une belle image du Congo parce que le pays le mérite. Et les Congolais connaissent déjà leur premier adversaire dans la Coupe du Monde. Ce sera face au Portugal le 17 juin aux États-Unis. Ensuite viendra la Colombie et l'Ouzbékistan dans le groupe K. La République démocratique du Congo devient le 10e pays africain à se qualifier pour ce mondial. Félicitations aux Léopards du Congo à 52 ans. Après 52 ans, l'équipe sera là pour la Coupe du Monde 2026. En 1974, Haïti était là, histoire commune entre le Congo et Haïti. 1974, Haïti a été présente, l'équipe haïtienne de football. C'est idem pour l'équipe du Congo 74. En 2026, Haïti est là et Congo est là. Bravo. La sélection haïtienne a fait bonne figure hier face à l'Islande. Un but partout. But de Wilson Isidore. L'équipe nationale en pleine forme pour la Coupe du Monde 2026. Nous irons en Haïti. Crise de carburant. La gasoline se raréfie. Le diesel domine dans les stations-service. La question d'une nouvelle crise de carburant refait surface en Haïti. Dans plusieurs stations-service de la capitale, de certaines villes de province, les automobilistes constatent une situation inhabituelle. La gasoline devient de plus en plus difficile à trouver, tandis que le diesel reste, lui, relativement disponible. Reportage signé Télémétropole dans ce grand journal. De longues files d'attente sont observées dans plusieurs stations de service de la commune de Delma. Certaines stations sont tout bonnement fermées, dans un contexte où des rumeurs circulent sur une éventuelle montée des prix des produits pétroliers à la pompe. Des chauffeurs de tap-tap, de taxi-moto entre autres, parcourent les rues dans l'espoir de trouver une goutte d'essence. Ce jeune professionnel ne cache pas sa position. Bon, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas dit que les pompes n'ont pas fonctionné. Il y a des pompes qui ont gaz. Je suis doit venir dans la rue et pour besoin de gaz. On va jeûner, mais il y a des pompes qui ont gaz. Ça n'est pas nous-mêmes qui pour dire pas de gaz. Je pense que les autorités qui sont à niveau, je pense qu'ils ont fait quelques recherches. Allez dans la pompe, ils ont fait toute expertise pour faire. Juste pour voir si pas de gaz, parce que la population a de gaz. Si le gaz a monté, c'est tout. Et comme c'est tout. Et marchandises dans le pays, tout ça n'a pas consommé, tout a monté tout. Quelle autorité ont fait travail pour y aller vérifier dans toute pompe, est-ce qu'il y a gaz ou pas? Chauffeur de taxi-moto, ce jeune est venu faire le plein dans une station de service après avoir appris la nouvelle. Il s'inquiète déjà des effets que pourrait avoir cette décision. Je ne suis pas content que le gaz a monté même, parce que si le monte, il va bon pour nous. Et si le client a $10, il va passer à 100 gouttes, le client n'est pas d'accord lui-même. On a une camionnette là, on est obligé de monter et laisse si la moto a moins monter, moins faire quoi. Vous ça me dit là? C'est avant pour mon moto pour charger, pour mon avoir 100 gouttes pour Delma ou bien si c'est pas facile. Il dit si on fait 10 voyages, on a 5 pour faire une journée. Si certains se disent préoccupés par cette éventuelle hausse des prix de l'essence, d'autres paraissent plus compréhensifs sur le sujet. Comme étant donné que tout le monde est au courant des problèmes qui gagnent par rapport avec la distribution et gaz qui gagne dans le monde et puis avec problème qui gagne dans le monde là, donc tu dois gagner un petit recette prix et pourvu que gagne. Vous comprenez dans le monde extérieur, voilà, dans international là. Donc quand gagner un petit bagaille, vous comprenez qui monte sous lui mais pas trop. Vous comprenez? Mais tout de même, nous comprenons que pour nous passer l'année sans avoir que nous pas monter directement. Face à cette réalité,
le ministère du Commerce a publié une note officielle pour tenter de calmer les esprits. Les autorités affirment qu'aucune pénurie de carburant n'est actuellement constatée sur le marché national. Les produits pétroliers sont disponibles dans les pompes à essence et leur distribution est assurée à travers les circuits formellement autorisés. Concernant les pratiques illégales, le MCI hausse le ton. Toute vente de carburant en dehors de ces circuits, notamment dans des bidons ou tout autre contenant non conforme à la loi, est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national.